Née à Sainte-Thérèse de Blainville, Louise Arel s'intéresse très tôt à la politique. Militante active au Parti québécois, elle brigue les suffrages dans Maisonneuve et se fait élire pour 7 mandats consécutifs. En 2002, elle devient la première femme à présider l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire de députés. Bonjour, Mme Arel. Bonjour. Bienvenue à Mémoire de député. Merci. En mars 2002, vous êtes devenue la première femme à présider l'Assemblée nationale. De quoi êtes-vous la plus fière comme présidente? De l'Assemblée nationale du Québec? Bien, écoutez, je n'avais pas de mérite, là, mais durant la présidence de l'Assemblée, je présidais aussi les parlementaires de la francophonie. Alors, c'était la première fois, puis je pense pas qu'il y en a eu d'autres depuis. J'espère qu'il y en aura. Mais à ce moment-là, au sein de la francophonie, ça faisait quelques années déjà que personne n'arrivait à faire accepter qu'il y ait un secrétariat des femmes parlementaires de la francophonie. Ça, j'en suis vraiment, vraiment très fière. Ici même, à Québec, vous savez, la présidence de l'Assemblée, ça a été un moment absolument passionnant parce que c'était une fin de session. Des fins non seulement de session, de législature. On savait qu'il y avait une élection qui venait. Et ça échauffe les esprits, ça intensifie, si vous voulez, le niveau de débat. Alors, ça a été une période où finalement, j'ai dû garder mon calme et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je voudrais exprimer le privilège que je ressens en tant que doyenne des femmes parlementaires de pourtant faire œuvre de pionnière en occupant le fauteuil de la présidence. Il aura fallu exactement 40 ans cette année de présence féminine à l'Assemblée nationale du Québec pour que cette fonction soit exercée par une femme. C'est pas facile de présider dans ces moments-là. Mais j'ai quand même, au début, je vous le dis simplement, les premières fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, sincèrement, là? Parce que c'était pas évident. Vraiment, moi qui ai fait le tour du Salon Bleu, hein, parce que siéger comme ça pendant 27 ans là, et 8 mois, non, j'ai été vraiment de tous les côtés. Et c'est pas du tout la même chose que de s'installer et d'avoir finalement cette espèce d'inquiétude là, de toujours faire un équilibre aussi et d'être capable à la fois de contenir son propre parti, n'est-ce pas, de gouvernement, et puis de protéger aussi la minorité. C'est passionnant. 2003, vous avez réussi un 6e mandat. Et pendant ce mandat-là, Bernard Landry décide qu'il n'est pas satisfait de l'appui de son parti, il quitte. Comment avez-vous vu cette décision-là? Un peu un choc, j'imagine. Ah, tout à fait, mais en fait, j'ai tenté de convaincre Bernard une fois qu'il avait annoncé sa décision, mais le surlendemain, le lundi matin, je l'ai rejoint très tôt, à 8 heures du matin, pour lui dire, Bernard, surtout, prends le temps de réfléchir, ne démissionne pas comme député. Tu es élu comme député, demeure-le, et tu verras dans les jours qui viennent, si tu souhaites obtenir un appui plus massif, tu pourras le solliciter et puis il va y avoir une course au leadership. Alors, tu en seras à part entière. Et finalement, il a un peu précipité les choses. Le matin même, il avait envoyé sa lettre de démission au président de l'Assemblée nationale. Donc, dans la soirée, je fus élue chef parlementaire. Oui. On est en 2005 à ce moment-là.
C'est une période difficile pour le gouvernement de M. Charest. C'est son premier mandat. Et les gens portaient toujours le macaron, j'ai pas voté pour ça. Oui. Alors, ça m'a donné une fin de session, surtout avec des lois Bayon, qui a été une période très, très, très active à ce moment-là pour l'opposition, dont je fus porte-parole, évidemment. Suite à ça, c'est André Boisclair qui devient chef du parti. Es-tu plus en faveur de Boisclair de la présidence? À l'époque, il y avait 9 candidates, Oui. dont Pauline Marois, Exactement. entre autres Louis Bernard, qui fut secrétaire général du gouvernement et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, évidemment, André est élu en novembre et décide de ne pas siéger immédiatement et de faire une tournée du Québec. Il ne sera finalement député qu'en juin de l'année suivante, donc de 2006. Et j'aurai, moi, à poursuivre comme chef parlementaire durant toute cette période. Et en souhaitant toujours pouvoir offrir une opposition qui soit d'attaque là, à l'égard d'un gouvernement dont le premier mandat serait très, très difficile. Je le rappelle, là, le premier mandat de M. Charest, c'était un mandat de confrontation avec l'ingénierie. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce concept, Oui, là, qu'il s'agissait quasiment de démolir la Révolution tranquille à l'époque. Et à ce moment-là, donc, je serai chef parlementaire et le parti également. Donc, je serai très active au comité exécutif du Parti québécois pour remobiliser finalement les députés, les membres, les militants. J'imagine, mais c'est normal que vous soyez neutre pendant la campagne. Mais des 9 candidats, est-ce qu'André Boisclair a été votre premier choix? J'avais pas de choix. Je préfère ça. Vraiment? Ben, c'est-à-dire que je voulais ne pas en avoir. Ni en parler. Ni en parler. Pourquoi n'étiez-vous pas candidate en 2008? En 2008, voilà. Alors, donc, je le fus en 2007, là, et pour une 7e fois. Mais en 2008, entre autres, lorsque Pauline Marois devient chef parlementaire à ce moment-là, chef de l'opposition, et c'est la commission Bouchard-Taylor à ce moment-là. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions qui se déroulent à ce moment-là au caucus sur le mémoire que le Parti québécois va présenter. Et moi, je considère qu'il y avait une sorte de retour vers, si vous voulez, vers l'esprit canadien-français. Je dis toujours, moi, ma grand-mère a eu 17 enfants. J'ai énormément de respect, d'admiration pour les Canadiens français, mais je crois que le seul avenir que nous pouvons avoir, c'est d'être québécois et d'être québécois avec des gens de toute origine. Alors, à ce moment-là, on est vraiment dans un différend qui se poursuivra. Moi, je ne serais pas du tout favorable à la charte, à la supposée charte des valeurs. Hein. Je le dirais très haut, très fort, là, mais des valeurs, vous savez, il n'y a pas les valeurs espagnoles ou italiennes ou anglaises, il y a des valeurs universelles, puis on les pratique plus ou moins, là, selon les peuples, là, mais ce sont des valeurs qu'il nous faut transmettre à nos enfants, partager, etc., avec les nouveaux arrivants. Et alors, voilà, je simplifie les choses, mais je vous dis simplement qu'on avait un différend sur ces questions-là. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer en politique municipale l'année suivante? Bon, parce que j'avais l'indignation collée au plafond. J'étais très indignée de la façon dont ça se passait à Montréal. Il y avait les rumeurs de corruption ont de loin précédé la commission Charbonneau.
Et c'était la question du contrat des compteurs d'eau, un Oui. contrat de 350 millions qui n'avait aucun bon sens, qui nous en aurait coûté 650 avec les intérêts étalés sur 20 ans. Alors, moi, je l'ai dit très haut, très fort. J'ai dit que les élus à Montréal se faisaient avoir par la firme de génie conseil BPR. Ils m'ont poursuivi pour 50 000 ça a été une saga, cette histoire-là. Et vous avez fait deux campagnes. La première avec Benoît Labonté, Voilà, la seconde avec Marcel Côté. oui. Les deux campagnes n'ont pas réussi pour des raisons complètement différentes. Oui, Mais dans le premier, Labonté, oui. il est vraiment déçu, hein, vous? Ben, c'est-à-dire que Benoît Labonté était maire de l'arrondissement Ville-Marie, Oui. qui couvrait une partie d'Hochelaga Maisonneuve. Donc, comme député, moi, je l'avais connu comme maire d'arrondissement. Et ma foi, il s'était révélé vraiment quelqu'un de très progressiste, surtout dans un secteur qui s'appelle Centre-Sud, qui est vraiment le quartier à l'époque toujours le plus pauvre, Oui. non seulement du Québec, mais du Canada, sans équipement collectif. Pour 75 000 de population, il n'y avait même pas une seule piscine, vous vous rendez compte? Alors, on avait fait pas mal de choses ensemble, ben, moi à titre de député, lui comme maire. Et bon, en fait, il s'est avéré que, bon, Benoît Labonté a dû quitter, on connaît un peu l'histoire, là. Il avait menti sur ses relations avec un grand entrepreneur de construction. Et c'était en pleine campagne. Malgré tout, j'ai eu 32 des voix. Mais vous voyez, il y avait eu 3 sondages qui me donnaient gagnante, 3 sondages CROP, là, juin, août et septembre, à 40. Mais finalement, j'aurai 32 des voix, ce que M. Coderre obtiendra lui-même à l'élection qu'il verra devenir maire de Montréal. Avez-vous traîné votre passé de fusionniste principal là, aussi? Oui, oui, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça me faisait appuyer par les francophones. Il faut comprendre qu'il y avait Oui. un appui très fort aussi chez les Montréalais francophones et même, je dirais, chez les allophones aussi. Alors, il est bien sûr que d'être souverainiste et d'avoir fait la fusion d'une ville sur l'île, ben, ça m'a donné des ennemis jurés pour le reste de ma vie, entre autres avec la Gazette, dans le milieu, dans un certain milieu anglophone en particulier, ça c'est sûr. Deuxième essai pour une campagne à Montréal aux côtés de Marcel Côté. Quel était le problème à celle-là, cette campagne? Ben, c'est différent. Là, j'étais candidate dans le centre-ville C'est de ça. Montréal. Donc, bon, moi, si Marcel Côté était élu, j'étais contente de pouvoir le soutenir. Mais cependant, je n'avais pas une ambition. Je n'ai jamais pensé faire une longue carrière au municipal, là. Donc, centre-ville, c'était un kit ou double. Hein? Si j'avais été candidate dans Hochelaga-Maisonneuve, aurait été différent. Mais là, dans le centre-ville, je me disais, si Marcel Côté est élu, alors on fera campagne, on fera route ensemble. Mais Marcel, je ne sais pas combien de fois je lui ai dit pendant sa campagne, Marcel, ce que me disait M. Lévesque souvent, Mme Harel, en politique, on ne doit jamais dire le contraire de ce qu'on pense. Mais on n'est pas obligé de tout dire, par exemple. Alors, Marcel, c'est un grand livre ouvert. Hein? Tout le monde qui l'aime et qui le connaît bien le savent. Et c'était pas nécessairement l'idéal, disons, pour un métier en politique. Alors, est-ce qu'il y avait un différent entre vous ou c'est juste les campagnes Non, faisaient... le différent, on se parlait, il m'appelait tous les matins. Sa femme s'appelait Louise et moi aussi. Ah. Alors, il me disait, moi, j'ai deux Louises à qui parler le matin.
Mais ça n'a pas réussi quand même. Non, 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 pas du tout, non. Mais remarquez que, bon, entre-temps, il y avait eu la commission, ce qu'on souhaitait de tous nos voeux, la commission Charbonneau. Oui. Entre-temps, la corruption endémique, systémique, systématique dans l'administration municipale, finalement, avait été chassée. Donc, pour moi, mon ambition était réalisée. C'est bien. Pendant plus de 30 ans, vous avez été, et je parle du meilleur sens du mot, une bête politique. Est-ce que le sevrage de la politique active comme ça fut difficile pour vous? Je vous dirais sincèrement non. Oh! Vraiment, vraiment. Non, parce que moi, je vis beaucoup, beaucoup dans le temps présent. Alors, d'abord, je continue, là, je fais mes 2, 3 heures de lecture de journaux tous les jours. Alors, auparavant, je le faisais pour me préparer à d'éventuelles et hypothétiques questions. Là, je le fais par intérêt, mais à 8 heures le matin, là, j'ai déjà fait mes 2 heures de lecture de revues de presse et de journaux. Alors, bon, j'ai encore une opinion sur tout, ou à peu près, mais en même temps, si vous voulez, je pense qu'il nous faut changer de génération. Je suis OK. très, très consciente de ça, moi. Je pense que d'une façon assez généralisée, le Québec a besoin là, de changer de chapitre générationnel. Et j'aspire de tous mes voeux à ce que les moins de 40 ans prennent beaucoup plus de place et d'influence. Mais quand on a des opinions, comme vous dites, sur à peu près tout, et tout d'un coup, on n'a pas de forum pour les exprimer, est-ce que ça, c'est difficile? Bien, écoutez, j'ai quand même un forum, si vous voulez, j'ai plein d'amis. Je suis restée en très, très bon Ben oui. contact avec notamment Marie Malavoie, avec qui, en fait, sur le comité duquel je siège, là, de femmes parlementaires qui ont décidé de lancer une offensive Oui. pour une parité homme-femme à l'Assemblée. Et puis, je me suis retrouvée dans tellement de conseils d'administration d'organismes communautaires comme bénévoles, que il a fallu que j'apprenne même à dire non, parce que au départ, je, je, je disais oui tout le temps. Mais là, il faut vraiment, parce que, vous savez, la grande différence, c'est simplement maintenant que j'ai plus personne qui fait mon agenda que moi-même. Alors, mais cet agenda est toujours aussi occupé. Êtes-vous satisfaite de l'évolution de vos causes personnelles depuis votre entrée en politique? Il y a eu des changements majeurs, formidables, c'est sûr. D'abord, si j'ai, disons, un seul souhait, c'est certainement qu'il y ait plus de jeunes femmes en politique. Et c'est sûr que moi, quand j'y arrive, nous sommes 8 sur 125. Et je crois que on a pu changer beaucoup de choses, même en étant moins nombreuses, si vous voulez. Et on a fait, je dis, des pas de géante. Ça, j'en suis absolument convaincue. Et entre les femmes parlementaires, il y a toujours eu beaucoup de solidarité, Oui. quel que soit leur parti, leur ligne de parti. Mais comment expliquer, même Beaucoup plus aujourd'hui, de solidarité qu'on pense. Moi, vous savez, il y a eu plusieurs lois qui ont été adoptées parce que les femmes Oui. de tous les partis ont convenu entre elles qu'elles allaient adopter la loi. Par exemple, la loi sur le partage du patrimoine familial, Monique Gagnon-Tremblay vous dirait que sans mon appui comme porte-parole de l'opposition, elle ne serait pas arrivée. Et cette loi sur l'équité qui était vraiment rejetée, je dirais, par tous les milieux d'affaires et par les partis, finalement, elle a été adoptée à l'unanimité. Alors, je vous dis, quand les femmes parlementaires décidaient entre elles de convenir, de faire progresser la cause des femmes, je pense qu'à chaque fois, ça a été un succès. mais pourquoi, avec tous les succès que vous avez vus, il est si difficile aujourd'hui d'intéresser les femmes de se présenter en politique?
provincial surtout. Et là, il y a un recul. On assiste actuellement. Moi qui, au départ, avait pensé que ce serait toujours une progression, on assiste à un recul. Quelqu'un, je pense, a calculé que la parité, ce ne serait pas avant 75 ans. Donc, on serait presque à l'aube du 22e siècle. Donc, il y a vraiment des moyens nouveaux qu'il faut adopter, je pense. Sincèrement, je pense qu'il faut obliger les partis politiques qui reçoivent du financement public. Là, il faut savoir que pas loin de 80 de tout le financement des partis politiques actuellement, c'est du financement public. Donc, vous, moi et les hommes et les femmes du Québec contribuent. Alors, il faut que ce financement public serve en disant, écoutez, les partis politiques ont une obligation de résultats en matière de représentation et d'élection paritaire, femmes et hommes. On appelle ça une zone paritaire maintenant, c'est pas 50-50, c'est entre 40 et 60 cette zone paritaire. Et je pense qu'il faut faire progresser cette orientation paritaire, non seulement dans les conseils d'administration des grandes compagnies, des sociétés, mais aussi à l'Assemblée nationale. Mais c'est une chose de dire ça à l'Assemblée nationale, Oui. au parti politique, mais comment convaincre les femmes de faire partie de cette parité dont vous parlez? D'abord, c'est sûr qu'une des premières choses que une femme sollicitée pour se présenter dans la vie publique et en particulier dans un mandat électoral, une des premières choses qu'une femme demande, c'est non pas qu'est-ce que ça va me rapporter, mais qu'est-ce que je vais perdre. Qu'est-ce que je vais perdre dans ma vie personnelle, dans ma vie privée et autres? Qu'est-ce que je vais perdre? Et ça, c'est un sentiment qui est très, très répandu, là. Parce que, en général, les femmes investissent beaucoup dans leur vie privée, dans leur vie personnelle. Moi, ça m'a toujours, sincèrement, là, je fais rire quand j'ai vu des dizaines dans cette vie que j'ai menée à l'Assemblée pendant 28 ans presque. J'ai vu tellement d'hommes, collègues, partir en disant « Je pars pour m'occuper de ma famille ». Pensez-vous qu'une femme peut partir de la politique en disant « Je pars m'occuper de ma famille ». C'est impensable qu'elle ne s'en soit pas occupée tout le temps où elle a été élue. Alors que c'était tout à fait comme légitime d'entendre un homme dire « Maintenant, je vais m'occuper de ma famille ». C'est ça la grande différence entre les hommes et les femmes, entre autres dans la vie politique. Et c'est pour ça, je pense que il y a eu des changements importants qui sont survenus, par exemple dans la gestion du temps. Oui. Vous voyez, moi, quand je suis élue, ça siège la nuit, non-stop, des nuits de temps, là, ça peut durer une semaine. Et c'est comme si tout ce qui était important, bien, ça se négociait la nuit, ça se signait les conventions collectives la nuit. Alors, quand vous avez des enfants, puis vous vous levez le matin pour faire à déjeuner, vous ne pouvez pas, là. Vous programmez votre temps, vous l'organisez autrement. C'est ça qui est fondamental, puis on le voit avec la gestion du temps. Les femmes ont transformé la gestion du temps à l'Assemblée nationale. Elles ont été beaucoup aidées, je dirais aussi, par des hommes, des jeunes hommes qui ont des responsabilités. Moi, je suis dans une époque où mes confrères, vous voyez, par exemple, au Conseil des ministres, la seule fois où ils faisaient circuler des photos de leurs enfants, c'était leurs petits-enfants quand ils devenaient grands-pères. Ah, Vous voyez? Oui, parce que finalement, c'était une autre époque, une époque où les femmes s'occupaient des enfants. Et moi, la première fois, quand je suis élue, la première chose qu'on me demande, là, un micro sous le nez, c'est comment vous allez faire pour siéger à Québec. Vous avez une fille de 5 ans. Alors, moi, à l'époque, frondeuse, je leur disais, bon, je vous réponds, si vous demandez à M. Lévesque comment il fait avec ses 3 enfants, enfin, M. Bourassa. Évidemment, la question n'était jamais posée. Alors, c'est ça, fondamentalement. Alors, il faut aménager, parce qu'il n'y avait même pas de congé de maternité, là. Le congé de maternité n'existait pas du tout dans la vie publique. Écoutez, quand j'arrive au Parlement, on n'a même pas de toilettes pour les femmes autres que les toilettes de visiteuses. Il y a les toilettes de visiteuses en bas, visiteurs, si vous voulez, mais il n'y en a pas sur les étages, ça n'existe pas, là. Il fallait faire le tour du Parlement, là, quand on était élu député. Bon, les temps ont changé. Vous me demandez qu'est-ce qui a changé. Beaucoup de choses qui ont changé.
beaucoup, beaucoup. Mais il est certain que la perception que l'on a est plus lente elle-même à se modifier. Je ne sais pas s'il y aura encore des hommes qui vont dire, en quittant la vie publique ou à l'Assemblée nationale dans leur dernier discours, que maintenant ils vont s'occuper de leur famille. Je ne sais pas si ça va exister encore. Êtes-vous contente d'avoir passé votre vie en politique? Passionnément contente. Ah. Moi, je ne peux pas vous dire à quel point je souhaite tellement que les jeunes femmes, entre autres, sachent qu'on n'est pas masochiste. Moi, j'ai passé 28 ans à l'Assemblée nationale et j'ai passionnément, vraiment aimé ce métier. Passionnément. Ce métier, c'est un des plus beaux métiers du monde. Et c'est un métier où vous pouvez vraiment changer la vie des gens pour le mieux. Et vous pouvez vraiment faire la différence pour améliorer la vie des gens. Merci, Mme Harel. Au plaisir.